un monde. RTGA, mieux qu'une... Chers téléspectateurs de l'émission Le Siège, je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui en 2025 pour des nouvelles aventures, des nouvelles émissions, des nouvelles pages où nous réfléchissons plutôt sur l'actualité en République démocratique du Congo. Nous décryptons l'actualité parlementaire avec les députés nationaux, les élus des élus, les sénateurs, les députés provinciaux sur la République démocratique du Congo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui ensemble avec mon équipe pour une nouvelle émission. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éveil patriotique, l'appel à la conscience nationale en ce temps de crise que passe la République démocratique du Congo avec l'agression à l'est du pays. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Freddy Mulumba. Il est politologue, il est connu pour la lutte contre la balkanisation de la RDC. Avec lui, nous allons revenir sur ce sujet. Je vous prie de suivre. Je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous Monsieur Freddy Mulumba. Il a été également DG à la RTNC et DG du journal Le Potentiel. Il est aujourd'hui reçu sur notre plateau avec sa casquette de politologue. Bienvenue. Salut madame. Alors la première question que nous posons toujours sur ce plateau, comment se porte la RDC aujourd'hui selon votre regard? La RDC est malade. Malade de ses élites. Des élites pour la plupart qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Des élites pour la plupart qui travaillent pour les intérêts étrangers et non pour les intérêts du peuple congolais. Voilà d'où vient la maladie de la RDC. Mais aussi, cette maladie vient de l'étranger. Nous sommes le produit du capitalisme occidental prédateur. Ce système capitaliste est entré en crise. Comme nous sommes le produit, automatiquement, ça nous affecte. Donc, nous avons une maladie interne liée à la mauvaise qualité des élites, une maladie externe liée aux mutations géopolitiques, ce qui fait que la RDC est malade, il lui faut des solutions appropriées. Vous êtes aussi celui qui soutient le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, l'heure est grave, la RDC est en guerre, elle est agressée, une partie de notre pays est occupée. Comment jugez-vous les actions du président Félix Tshisekedi par rapport à cette guerre? Je pense que le président Tshisekedi a parlé plusieurs fois. Il a fait un discours demandant aux Congolais de se mobiliser. Ce qui est curieux, on ne voit pas les Congolais se mobiliser. Donc là où on devrait voir des gens qui doivent reprendre son discours, expliquant à notre peuple les enjeux, les élites ne les font pas. Donc on se pose la question pourquoi notre élite, nos élites sont silencieuses. Donc les gens qui entourent le président Félix Tshisekedi ne prennent pas, ne font pas corps avec son discours. Il n'y a pas que ceux qui l'entourent, nous tous, on les voit. Vous êtes chez un privé. Vous pouvez toutefois penser comment il faut mobiliser notre peuple face à la menace de la recolonisation. Ce n'est pas l'agression, c'est une guerre de recolonisation. Nous devons faire une guerre de libération. Donc il faut vite changer le narratif. Ça, ce n'est pas le travail de Félix Tshisekedi, c'est notre travail à nous tous. Parce que je vois tout le monde se plaint, on ne voit qu'une seule personne. Non, une seule personne ne peut rien faire, bien qu'il soit président. Et on oublie que nous sommes un enjeu géopolitique. Il y a une forte pression sur lui. Donc si à l'interne, il n'y a pas aussi une pression sur lui pour que ça change, il n'y aura pas de solution. Mais pourquoi le président Tshisekedi finalement se retrouve esselé comme ça, en train d'aller presque sur tous les fronts tout seul? Il y a l'union sacrée de la nation, il y a beaucoup de leaders d'opinion, mais pourquoi le président Tshisekedi se retrouve seul face à cette guerre? Non, je te parle de notre élite, de nos élites d'une manière générale. Nos élites ne comprennent pas, nous sommes dans quelle situation. Parce que quand vous regardez ici, même quand on dit on va faire, il y aura un forum, il y aura ce qu'on peut appeler
de cette forme de réconciliation, les gens ne voient que le partage du pouvoir, le partage des postes. Ils ne peuvent pas s'imaginer le Congo dans 10, 20 ans, 30 ans. Donc notre élite est aveuglée, elle ne voit pas plus loin. Donc le problème, c'est l'éducation qu'on a eue, l'environnement dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes un peuple, comment dirais-je, traumatisé. On a peur de prendre des risques, on a peur de perdre les privilèges. Voilà pourquoi il y a un silence peut-être qui frise la trahison au sein de l'élite congolaise. Vous jugez donc les actions du président Félix Tshisekedi efficaces? En termes de diplomatie, vous le jugez efficace pour résoudre cette guerre? Je pense que pour la diplomatie, il a fait un travail énorme. On ne parle pas du Congo à l'extérieur. Aujourd'hui, on en parle, c'est grâce à lui. Mais le pays n'appartient pas au président Tshisekedi seul. C'est notre pays à nous tous. Il faut que chacun de nous, là où il est, fasse son travail. Il ne faudrait pas attendre que Félix vous appelle. Faites ça, non. Vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel. Prenez position, organisez-vous. Vous êtes Kabila le disait. Prenez-vous en charge. Mais le problème est qu'on a toute une culture des gens qui attendent qu'on fasse tout pour nous. Et c'est dangereux. Parce que si vous êtes un peuple comme le nôtre, vous avez un pays trop riche. Si vous ne savez pas vous prendre en charge, on va vous occuper par les autres, hein, quelle que soit la volonté du président. Donc il faut que la masse, le peuple s'organise pour défendre ses intérêts. Mais bien entendu, en étant d'accord avec le président. Après la dernière réunion du Conseil de sécurité à l'ONU, est-ce que vous avez encore foi à ces assises? Il y a eu condamnation, il y a eu déclaration. Dernièrement encore, la ministre des Affaires étrangères a osé, a vraiment parlé un peu plus fort. Mais est-ce que vous avez encore foi à ces assises? Non, l'ONU, c'est fini. Les droits internationaux n'existent plus. Parce que personne ne respecte les règles. Mais ce qui est positif dans ce qui vient de se passer, peut-être, c'est les sanctions qu'on a infligées à James Kabarebe et l'autre, là, je ne connais pas très bien les noms, c'est Kanyuka ou bien l'autre, sont des Rwandais, qui sont, qu'on a infligé, les patrons de M23 et AFC. C'est un signal fort. Peut-être les gens ne connaissent pas la politique étrangère américaine. Donc on a frappé Kabarebe, on a frappé M23, ça signifie que et les Rwandais et les M23 sont disqualifiés. Donc ceux qui pensent, comme Monseigneur Cholet, il faut aller négocier avec M23, sont trompés d'époque. Mais le Conseil de la sécurité ne fait que faire des déclarations, aucune mesure contraignante contre le M23 et le Rwanda d'ailleurs. Je viens de te parler de l'Amérique. Le Conseil de sécurité, c'était à côté. Je parle des États-Unis d'Amérique qui viennent de sanctionner James Kabarebe et l'autre, l'homme d'AFCC. Donc c'est une façon de les bloquer. C'est fini. Et quand on dit James Kabarebe, c'est Kagame. Comme Kagame, on ne peut pas le sanctionner parce qu'il est chef d'État. On peut frapper sur son conseil, tout comme son stratège, comme James Kabarebe. C'est un grand coup pour Kagame. Parce que Kabarebe ne va plus voyager. Il ne va plus utiliser les dollars. Tous ses comptes sont bloqués. Ici, on ne peut pas se rendre compte. C'est un grand coup pour dire à Kagame, si tu continues prochainement, ce sera ton tour. Et l'autre de M20, on leur a dit, vous avez tué assez. Vous le faisiez avec la couverture de Biden, des globalistes, de Blinken. Maintenant, il y a un nouveau shérif à la tête, à Washington, on l'appelle Donald Trump. Il est républicain, l'homme est clair. C'est d'abord les intérêts américains. Il n'est pas dans des magouilles comme les démocrates, hein, venir corrompre, non. Lui n'est pas comme ça. Il vient quand sur le table, on fait les affaires. Lui défend les intérêts américains, vous défendez les vôtres. Donc nous entrons dans un autre monde que beaucoup d'Africains ne sont pas encore préparés. Donc les temps de flatterie, aller, non, je vais corrompre, on va me laisser, c'est fini. Mais pour la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie a eu des mesures très contraignantes. Vous vous en rappelez. La France était d'ailleurs sur tous les bords pour défendre l'Ukraine. Aujourd'hui, la France et l'Union européenne, qui ont un protocole d'accord avec le Rwanda, ne disent presque rien. Il faudrait par exemple rompre ce protocole d'accord pour acheter les minerais via le Rwanda. Ils ne vont pas parce que l'Europe est pauvre. L'Europe n'a pas de minerais. Si Trump parle parce que l'Amérique est riche. De toute façon, vous avez vu les Européens, surtout la France, ils ont refusé de sanctionner les Rwandais. Il y a eu un débat au Parlement, ils ont refusé. Ils refusent le lendemain,
qui sort la chicotte, c'est l'Amérique. Et tu vas voir prochainement, ils vont faire s'allier sur l'Amérique. Ça signifie que les Américains ont une autre vision du monde. Il faut qu'il y ait de la stabilité, il faut qu'il y ait de la transparence pour qu'on fasse les affaires de manière correcte. Mais les Européens, comme ils sont pas riches, ils sont pauvres, ils préfèrent passer par des guerres, passer par des dictateurs pour venir piller. L'Amérique n'a pas besoin de faire ça. L'Amérique a besoin, quand je dis l'Amérique, c'est l'État américain, pas les globalistes. C'est faire des affaires. D'ailleurs, quand vous partez en Amérique, la loi est respectée. Tu as vu, même Trump qui était président, il était poursuivi par la loi. Il était en justice. Hein? Mais ça ne se fait pas ailleurs. Hein? Ça signifie que les Américains, tels qu'ils ont pris cette décision-là, personne ne va les mettre en cause. Et celui qui a pris la décision, c'est le département des trésors. Pourquoi ils ont pris cette décision? C'est parce qu'ils disent que la guerre qui est entretenue entre le Rwanda et le Congo par des individus, ça handicape la bonne marche des affaires des entreprises américaines. Donc on a besoin d'une stabilité, d'une paix. Kagame ne comprend pas. On lui dit d'arrêter les troupes, il refuse. Si on, comme on lui a dit, on doit arrêter les troupes. Parce que le communiqué est très clair. Hein? Il ne retire pas. Vous verrez prochainement. Trump n'imagine pas, vous allez voir. Mais il faut aussi reconnaître que notre aussi responsabilité est grande. On ne peut pas comprendre que nous soyons en guerre, vous venez à Kinshasa, tout le monde s'était. À qui la faute? Donc vous voulez que les Américains viennent se battre à votre place? Non. Donc il faut, comme Trump a pris cette décision, il a déclaré Kagame, donc Kabarebe, tout comme l'autre, sont déjà hors de plan de nuire. Il faut que les Congolais aussi deviennent sérieux. Ça signifie que vous devez d'abord définir vos intérêts, savoir les défendre, et éviter la corruption, éviter aussi le détournement des fonds. On ne peut pas faire des affaires avec les mafieux. Je pense que l'Amérique de Trump est différente de l'Amérique de Biden. Donc il faut déjà se préparer à l'interne. Hein, c'est un grand shérif du monde. Tu vois, depuis qu'il est là, ça a bouleversé tout. Même la Russie est d'accord avec Trump. Ils discutent. Donc on veut un État, on veut un monde un peu multipolaire, mais un monde stable. Exactement. Où on fait les affaires. Plus question d'aller faire des guerres. C'est terminé. Donc l'Europe est en retard parce que l'Europe est pauvre. Aujourd'hui, sans l'Afrique, l'Europe n'existe pas. Ils vivent grâce à nous parce qu'ils viennent nous mentir ici, ils prennent les matières premières. Ce n'est pas le cas de la Chine. La Chine vient et l'achète. Les Américains, ceux qui jouent en bourse là-bas, à New York, ils viennent, ils achètent. Ils n'ont pas intérêt à venir entretenir des guerres pour venir piller. Non, ce n'est pas le cas avec les Américains. Vous avez dit un élément important, il ne faudrait pas aussi que nous attendions seulement de l'étranger. Il faudrait que chacun de nous, les Congolais, nous puissions aussi faire quelque chose. Alors on va un peu vraiment parler de l'éveil patriotique. Pourquoi lancer une campagne? Pourquoi selon vous avoir une campagne d'éveil patriotique, d'appel à la conscientisation nationale? Non, moi je pense que nous, comme nous sommes en pleine guerre de recolonisation, parce qu'on tente de nous recoloniser, c'est ça la lecture qu'il faut faire. Ce n'est pas une guerre d'agression, c'est une guerre de recolonisation. Donc nous devons lancer une campagne d'une guerre de libération. Et ils veulent nous recoloniser, nous tenons à nous libérer. Mais comment se libérer? C'est d'abord l'information. Les gens doivent savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans le pays. Quand les gens auront l'information, ils connaissent la vérité, mais maintenant on appelle des gens qui maîtrisent les dossiers pour montrer, pour expliquer les enjeux et les défis. Et expliquer aussi une dimension historique, parce que tous les peuples qui ne sont pas battus pour leur propre liberté, indépendance, sont devenus des esclaves des autres. Donc la guerre de libération, c'est le seul moyen qui va nous libérer. Donc il n'y a pas autre chose. L'histoire de négociation, ceux qui pensent négocier, ils se trompent. Vous êtes partisan de la guerre. Vous ne voulez pas de négociation, vous voulez que la RDC fasse la guerre aux agresseurs. J'ai dit que la guerre de libération, cette guerre n'est pas seulement militaire, elle peut être économique, elle peut être intellectuelle. Donc il faut que ça touche à tous les domaines. Elle peut être aussi spirituelle. Mais quand on regarde chez nous, sur le plan intellectuel, on est tellement très faible. Militairement, on est infiltré par des Rwandais, ils sont partout. Il faut d'abord les faire partir de l'armée avant d'attaquer. S'ils sont toujours nombreux dans l'armée, dans les institutions, on ne s'entendra pas le coup. Donc, cette guerre de libération ne tient pas seulement de l'armée, mais aussi de l'information. Lorsque vous dites une campagne d'éveil patriotique, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Des tribunes populaires, appeler les jeunes, leur parler au fur et à mesure? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète? L'information doit être donnée. Deuxième chose, il faut organiser. Organiser des groupes, des associations, passer par là. Moussa Kabila avait déjà fait ici. Copions ce que Moussa avait fait.
au niveau des quartiers, des gens qui sont là pour défendre la patrie. Je te prends un exemple. J'ai fait 2 semaines au Burkina Faso, à Ouaga. Ça fait 2 mois. J'étais passé là-bas. J'ai observé. Chaque fois, quand on part faire la guerre, donc quand les militaires burkinabés sont au front, on amène des caméras. On filme. À 20 h au Burkina Faso, au Burkina, à la télévision, on projette les images. Comment ils frappent, comment les gens sont sur le terrain, on a arrêté tel, on a arrêté tel. Donc, vous voyez que on donne l'information au peuple. Le peuple sait où se trouvent les enjeux. Et dès qu'on entend qu'il y a quelqu'un qui veut faire un coup d'État, il veut faire des ordres en ville, les jeunes, on appelle ces VDP, je pense, ils sortent tous dans la rue. Donc le peuple burkinabé est beaucoup plus conscient que les Congolais. Ici, au lieu d'aller dans la rue, les gens sont dans des bars, les gens sont dans des églises, ils pensent qu'en priant, en dansant, les choses vont s'arranger. Non. Donc nous devons apprendre notre peuple d'abord à identifier l'ennemi, à l'organiser et qu'il soit prêt pour affronter toute attaque qui peut venir de l'extérieur. Burkina Faso, aujourd'hui, on ne peut pas faire. Pour faire un coup d'État, on ne le ferait pas longtemps. La population dans la rue. Mais chez nous, regardez, il n'y a rien. Kagame peut prendre 5 ou 4 provinces, les gens sont dans les bars. Et ce qui est grave. Mais vous ne pouvez pas dire ça, M. Freddy. Vous savez que lorsqu'il y a eu des menaces sur Goma, vous avez vu les jeunes marcher dans la ville, aller attaquer les ambassades. C'était les patriotiques, ça s'est fait à Kinshasa, Kisangani, dans plusieurs villes de la RDC. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas organisé, c'est spontané, c'est dangereux. Parce que quelque chose n'est pas organisé, ça peut partir, ça peut aller dans tous les sens, mais on peut aussi manipuler. Quand je te parle de Burkina Faso, c'est bien organisé, jusqu'au village. Il y a un chef qui conduit les autres, mais c'est chez nous. Ils sont sortis, ils ont cassé, et après on en parle encore. C'est parce qu'il n'y a pas un leadership qui peut conduire. Ça signifie qu'il faut organiser au niveau de communes, au niveau de la ville, qui est quand même des gens, mais il faut que ça soit, que le pouvoir politique les accompagne. En Burkina Faso, l'État burkinabé, le gouvernement burkinabé fait le travail. Chez nous, le gouvernement congolais détruit. Vous voyez un peu la grande difficulté. On passe à la télévision, on fait des boules, c'est fini. Au briefing. On est incapable d'organiser notre peuple. Il dit non, préparez-vous, on veut reprendre notre pays. Rappelez-vous, le 2 août 1998, je ne sais pas si c'était Jeannet. Donc, les Rwandais, James Kabarebe, a pris l'avion à partir de Goma. Il est descendu sur Mwanda. Il commençait à monter ici pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa. Avec des traîtres comme d'habitude congolais. Mouzé a pris parole. Défendez-vous. On a attrapé les Rwandais à Menu. Exactement. Hein? À Menu. C'est après que les troupes de sont arrivées. Mais c'est les Congolais qui sont battus. Et aujourd'hui, si les Rwandais veulent venir, c'est vrai, le peuple va se défendre. Mais qui va conduire? Voilà le problème dans lequel nous sommes. Du temps de la guerre des août, on voyait Momengi, Didier Momengi, il portait les tenues. Même Mova. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous faites des briefings à la télévision là-bas. Il y a l'appel à la mobilisation. L'appel à la mobilisation des jeunes. Le président de la République a appelé les jeunes à intégrer l'armée. Vous parlez de la mobilisation. Nous avons vu le VPM en charge de la défense. Il est dans le Kasaï. Il est allé pour mobiliser les jeunes gens. Le VPM Jean-Pierre Bemba a également fait la même chose. Mais c'est ça justement. Non, ici, la grande difficulté, que ce n'est pas coordonné. C'est qu'il faut qu'on identifie à tous les niveaux qui sont les responsables. Parce que quand le mouvement n'est pas coordonné, vous partez dans tous les sens. Oui, aujourd'hui, si vous partez à la cité, vous parlez aux jeunes, ne savent pas la guerre est où. D'abord, il y a beaucoup de fausses informations que RFI et d'autres médias font passer dans l'opinion. Il y a aussi les réseaux sociaux, ça perturbe. Donc ça signifie qu'il faut au niveau de communication qu'on soit organisé. Il n'y a pas une communication nationale, il n'y en a pas. Malgré les discours qu'on fait passer par là. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait une politique avec un discours très clair. Nous disons, si on peut appeler narratif, ce n'est pas la guerre d'agression, c'est une guerre de recolonisation. Nous devons développer une guerre de libération. Donc la personne comprend maintenant.
Les Rwandais qui viennent, avec les Ougandais, avec les Occidentaux, c'est pour nous recoloniser. Nous ne faisons quoi? Nous mobilisons pour faire la guerre, hein, de libération. Et là, ils vont comprendre, parce que personne n'est pas accepté. Les Quinois ici, que les Rwandais viennent s'installer ici, qu'ils deviennent nos chefs, c'est impossible. Même quand Nang rêve, il dit non, je serai à Kinshasa, mais qu'ils viennent quand même. Qu'ils viennent, qu'ils traversent par Brazzaville, qu'ils passent par Brazzaville pour entrer ici. Il verra. Il verra ce que les Quinois sont capables de faire. D'ailleurs, ce qui s'est passé la fois dernière, tu parles de saccage des ambassades. Le peuple, c'est une bombe. D'ailleurs, c'est plus puissant que l'armée. Sauf qu'on décide aujourd'hui 10 millions de gens dans la rue ici. C'est la panique. Tu as vu toutes les ambassades sont partis voir le président. Ils ont paniqué. Et c'est la toute première fois que les Congolais, dans notre histoire, depuis qu'on est en contact avec l'Amérique, les Congolais sont partis devant l'ambassade américaine. Ils ont brûlé des pneus. Peut-être ici on est inconscient. En Amérique, on tient compte. Parce que chez eux, comme il y a beaucoup de démocratie, ils tiennent compte de la volonté du peuple. Ça signifie que les peuples congolais ne supportent plus les Américains. Et c'est dangereux. On a cassé beaucoup d'ambassades occidentales. Ce sont des signaux. Les Américains ont compris, tu as vu, automatiquement on a sanctionné. James Kabara, mais l'autre dit arrêtez. Les Européens n'ont pas compris, ils disent non, on ne doit pas encore gérer nos petits intérêts. Mais nous sommes dans un processus d'une guerre de libération. Qu'on le veuille ou non, on va se libérer. Donc il faut que les Congolais aient conscience qu'on va se battre jusqu'à ce qu'on soit libre et indépendant. Mais cette liberté ne consiste pas seulement à parler à la télévision, c'est pour qu'on puisse avoir le contrôle de nos richesses, qui sont occupées aujourd'hui par les Rwandais et les Ougandais qui pillent. Et puis avec ces richesses, nous pouvons répartir de manière équitable les revenus. Les Congolais pourront bien vivre en étant libres, mais aussi en ayant accès à leurs richesses. Pour le moment, ce n'est pas possible. Pourquoi maintenant il faudrait enrôler les jeunes dans l'armée? Pourquoi maintenant? Vous savez, on vous prend l'exemple de l'Amérique. En Amérique, on respecte beaucoup plus les militaires. Donc dès que tu entres, tu ressors, tu peux faire l'université. Gratuitement. Parce que ce sont des gens qui se battent pour l'avenir du pays. Ce sont des véritables patriotes. L'État leur doit tout. Mais chez nous, nous avons un héritage colonial. Où les militaires ont toujours tendance à avoir des civils. Mon civil à Zanzoba ou bien à Zamotopamba, il peut casser. Tout comme les civils ont peur des militaires, en passant, ils vont les militaires, ils pensent que les militaires vont lui faire du mal, va voler, va les frapper. Ils voient seulement la menace quand ils voient les militaires. Mais en Amérique, quand tu vois un militaire, tu te sens en sécurité. Donc il y a un travail à faire de conscientiser les gens. Les militaires d'abord et la population, savoir que les militaires là, ils se battent pour vous. Quand vous dormez, ils vous protègent. Donc nous leur devons plus. Et quand les gens vont entrer dans l'armée, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour sauver la patrie. Que faut-il attendre de l'ECC, de la SYNCO, même des églises de réveil, j'ai vu, qui ont pris de la cordance pour ces consultations finalement autour des accords de paix? Ils se sont trompés d'époque. Dans le sens que la question nationale ne peut pas prendre dessus sur la question internationale. Il y a une époque où il y avait des Américains globalistes, des Occidentaux, qui soutenaient Kagame, qui nous faisaient la guerre dans l'objectif de faire imploser le Congo, balkanisé. Maintenant, il y a l'administration qui a changé en Amérique. Vous avez les républicains. Ils n'ont pas le même projet que les démocrates. Donc, si vous êtes des religieux, vous devez en tenir compte, ce qu'on appelle la dimension géopolitique. Ils sont partis rencontrer Kagame, Museveni, et Ruto. Ça n'a aucun impact. Parce qu'on vient maintenant de sanctionner Kabarabe, c'est le Rwanda. On veut sanctionner AFC, l'homme les porte-parole d'AFC, ou bien F23. Qui vont discuter demain s'il y a forum national? Donc vous n'appuyez pas la démarche des religieux? Je te dis que nous sommes dans une guerre de libération. Vous ne comprenez pas. On a été pendant 5 siècles dominé par le monde occidental. Aujourd'hui, l'Occident est en faillite, en déclin. Un nouveau monde se crée. Vous n'allez pas chercher à reprendre les mêmes méthodes. Ce qu'on doit se battre ici, c'est arriver à avoir la liberté et l'indépendance. Et ça passe par la guerre. L'Angola fait la guerre, non?
Vous avez tendance à oublier. Va en Angola, il y a des hommes. Hein. Mais avons-nous une armée forte pour faire la guerre? Oui, le peuple d'abord. Nous avons le peuple. Hein. Parce que c'est le peuple qui peut fournir des militaires. Nous sommes 120 millions d'habitants. Dès qu'on peut faire les pieds, on arrive, on traverse le lac Kigali. Si on demande seulement à Goma, là, Bukavu, on traverse, il n'y a pas de pouvoir à Kigali. Il n'y a pas de pouvoir. Mais le problème, c'est quoi pour nous? Je pense que le ministre Moïndo Zang a expliqué qu'il y a des accords qui ont été signés avec le régime passé. Kagame devrait contrôler tout l'Est. Avant de nommer un commandant, un militaire, un responsable, il faut l'accord de Kagame. Si Kagame refuse, il ne sera pas nommé. Donc c'est normal aujourd'hui. Vous attendez que Bukavu tombe, vous attendez que quel pays, donc Gome est tombé, maintenant Uvira. C'est parce que ce sont des gens que Kagame contrôlait, qui détenaient les provinces. C'était normal quand les patrons demandent de crocher, ils abandonnent les armes, ils demandent à la population, aux soldats, de ne pas combattre. C'est ce qui nous arrive. Il y a eu seulement à Goma, quand les corrompus, les généraux corrompus qui travaillaient pour Kagame, ont décidé, ont demandé aux jeunes de poser des armes, et les jeunes ont refusé. Il y a eu un capitaine ou bien un lieutenant ou bien un major qui a organisé les jeunes gens. Ils sont battus sérieusement jusqu'à mourir. Donc, nous avons des généraux qui ne servent à rien. Voilà, si nous voulons des mecs que ça sorte, et ça marche. Si nous voulons, comment dirais-je, aller dans le sens des Américains, de sanctionner pour qu'il y ait stabilité, il faut nettoyer notre armée. Parce qu'on a tellement de richesses, on ne saura pas les protéger si on n'a pas une armée forte. Donc il faut avoir une armée forte, des patriotes, des gens qui ont la volonté de puissance, et les ambitions de grandeur. Mais généralement ici on a des politiciens qui se contentent d'avoir une voiture, et quand il a 5 bâtiments, ils pensent que la vie est faite. Donc quand on fait la politique, c'est pour laisser les noms dans l'histoire. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Quel serait votre mot de la fin pour qu'il y ait des actions concrètes dans les Congolais par rapport à l'éveil des consciences? Moi j'ai dit, rappelez-vous ce que Moussa Laurence Kabila avait dit, la guerre sera longue et populaire. Il faut se prendre en charge. Il faut que les Congolais se prennent en charge. Exact. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, d'avoir accepté notre invitation de ce jour. Merci, je vous en prie, madame. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Le Siège. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous M. Freddy Mulumba, politologue. Avec lui, nous sommes revenus sur l'éveil patriotique autour de l'agression en République démocratique du Congo. En mon nom et au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, je vous dis merci. Nous nous retrouvons la fois prochaine avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.